toutes et à tous. J'aimerais essayer une petite expérience inspirée de Kimberlé Crenshaw avec vous. Et pour ça, je vais demander à toutes celles et ceux qui le peuvent de se lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je vais citer le nom de personnes. Pour chacun de ces noms, si vous ne le connaissez pas, ne pouvez rien m'en dire ou n'en avez jamais entendu parler avant, vous pourrez vous rasseoir. Attention, à la fin de la liste, nous verrons ce que savent celles et ceux restés debout. OK. Napoléon Bonaparte. Christophe Colomb. Abraham Lincoln. Simone de Beauvoir. Très bien. Si vous êtes encore debout, j'aimerais que vous regardiez autour de vous. Il reste à peu près toute la salle encore debout, en tout cas plus de la moitié. Très bien, continuons. Martin Luther King. Frantz Fanon. D'accord. Toussaint Louverture. Ah, d'accord. Harriet Tubman. Concrètement, si vous regardez autour de la salle maintenant, il n'y a plus personne debout si je ne me trompe pas. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ont reconnu les personnes citées dans la première liste, vous savez qu'il s'agissait de personnages historiques ayant marqué l'histoire de l'humanité et des relations entre les peuples, et aussi entre les hommes et les femmes. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ceux cités dans la deuxième liste étaient également des personnages historiques ayant marqué l'histoire de l'égalité entre les peuples. La seule différence principale qui distinguait ceux du premier groupe de ceux du deuxième est la pigmentation de leur peau. Et cela donnerait à penser que c'est la raison pour laquelle ceux du deuxième groupe, leur existence et leurs œuvres sont si peu connus et presque inexistantes des programmes scolaires, que leur vie et leur voix sont quasiment ignorées dans l'effort de mémoire indispensable à l'inclusion de plus de diversité dans nos représentants historiques, dans nos leaders politiques, dans nos managers et dans nos modèles habituels. Ceci explique également les voix et les opinions que l'on entend très souvent versus les voix et les opinions que l'on n'entend quasiment jamais, qui ne font pas partie de notre définition de la diversité, qui sont constamment discriminées. Et c'est ainsi que naissent les préjugés inconscients. Quand j'avais 11 ans, j'ai été agressée par une personne qui m'a clairement dit qu'elle n'aimait pas les Noirs comme moi. Mais cela n'a pas été suffisant pour que j'ouvre les yeux sur l'intolérance des différences et des divergences ambiantes. Je pensais, comme la plupart des gens autour de moi, que les discriminations, la colonisation, les guerres de couleur de peau, que tout ça appartenait au passé, comme la plupart des horreurs et erreurs humaines contées dans nos livres d'histoire. C'est seulement plus tard que j'ai réalisé que les préjugés inconscients issus de notre histoire, les discriminations ordinaires, ne sont pas limitées à la couleur de la peau. Car quand j'avais 24 ans, j'ai eu la chance de faire un volontariat international en entreprise, un VIE, dans mon pays d'origine, le Cameroun. En travaillant et en vivant là-bas, en tant que mini-expatriée, j'ai pu vivre et voir les inégalités considérables qui existent encore entre nous, Français privilégiés, et elles, les populations locales, qui ne bénéficient encore que très peu des nombreuses richesses qu'a offert le Cameroun, comme la plupart des pays du Sud. Et c'est aussi là que j'ai découvert que cela ne me concernait pas que moi, mais qu'il existait de nombreuses études internationales sociologiques sur les résultats des discriminations partout dans le monde, dans diverses sociétés et au niveau global. Dans la continuité de ces discriminations, il existe également l'intersectionnalité, à savoir la situation d'une personne qui subit à la fois plusieurs types de discrimination en même temps. Car à l'heure du féminisme et du calcul incessant de la parité, à l'heure de la libération de la parole et du soutien à la cause LGBTQ, on parle souvent des inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, dont je suis une grande défenseuse également, mais qu'en est-il des inégalités qui existent entre noirs et blancs, entre personnes handicapées et personnes dites normales, entre immigrés ou potentiels immigrés et Français, voire Européens et descendants d'Européens ou potentiels expatriés, ou encore entre riches et pauvres.
Durant mon séjour au Cameroun, j'ai également eu le malheur de voir ma cousine Karine négligée et laissée pour morte tant sa vie ne valait rien aux yeux du personnel médical local. Et si Karine est morte si subitement, c'est que son genre, sa classe sociale modeste et également sa couleur de peau n'ont pas aidé lorsqu'il a fallu valoriser l'importance de son existence et de sa vie. Un peu comme le système scolaire a ignoré de valoriser l'importance de la vie de personnes comme Harriet Tubman, qui a pourtant sauvé des dizaines d'esclaves à elle seule, alors qu'elle était née elle-même esclave. Et c'est cet épisode traumatique qui m'a fait prendre conscience de la profondeur des discriminations, des inégalités et des préjugés. Ma cousine Karine était une femme noire, aux revenus plutôt modestes, et rentrait également dans la catégorie de potentiels immigrés, car c'était une femme noire camerounaise. C'est dans le jargon des afroféministes, des féministes qui prennent également en compte les inégalités liées à la race, au genre, au sexe, à l'orientation sexuelle, à la classe sociale et à la situation de handicap et j'en passe, que l'on dit que ma cousine Karine avait une grande intersectionnalité, car elle subissait en même temps plusieurs formes de discrimination ordinaire à la fois. Et découvrir l'intersectionnalité est ce qui m'a permis de réaliser l'importance des discriminations et le fait que nous pouvons également les changer. Cependant, pardon, c'est un sujet un peu sensible pour moi. Merci. Très bien. Découvrir l'intersectionnalité est ce qui m'a permis d'apporter plus de diversité dans ma recherche de figures auxquelles m'identifier, et également en ce qui concerne les histoires que je choisis de retenir ou de croire. Comme par exemple dans cette histoire. 3 médecins ont un jeune frère, Robert, qui lui pourtant affirme ne pas avoir de frère. Dans cette histoire, qui ment? Eh bien personne. Robert a 3 sœurs. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous n'ont pas imaginé 3 hommes lorsque j'ai mentionné ces 3 médecins? Mais ne vous inquiétez pas, je vous comprends, car il est vraiment difficile d'inclure plus de diversité dans notre représentation du monde lorsque tous les modèles classiques qui nous sont proposés au niveau global dans les médias ont tous le même genre, la même couleur de peau, la même forme de corps et le même type d'intelligence. Mes questions. Que se passerait-il si, au lieu de juger les gens par ces multiples critères non pertinents, on prenait en compte toute la diversité possible et imaginable dans nos emplois et dans nos managers? Les entreprises qui incluent plus de diversité dans leur direction ont été étudiées, car les études prenant en compte les discriminations dans les emplois sont les plus étudiées au monde. Et ces études montrent que c'est toute la société qui perd lorsqu'on n'exploite pas une partie des cerveaux ou que les employés n'osent pas exprimer toutes leurs idées car ils ne se sentent pas assez représentés auprès de leurs managers qui ne leur ressemblent pas. De plus, les entreprises qui incluent plus de diversité dans leur direction ont tendance à avoir de meilleurs résultats car ils connaissent mieux leur clientèle qui, elle, représente l'arc-en-ciel entier de l'humanité et de la société. J'aimerais donc vous inviter à imaginer les bénéfices pour tous de l'inclusion de chacun de nous dans la recherche de solutions aux plus grands problèmes socio-environnementaux du moment. En effet, les entreprises qui incluent plus de diversité dans leurs managers font en moyenne 20% de profit de plus grâce à leurs innovations. Et celles qui optent pour la diversité ethnique et culturelle ont 33% plus de chances d'avoir des profits au-dessus de la moyenne. Ainsi, il est indispensable de prendre conscience dès maintenant que les discriminations existent encore en nous et qu'un travail actif est nécessaire pour s'en défaire. Les discriminations existent également car aujourd'hui nous vivons dans un système où les voix sont comptées mais non pas écoutées. Les discriminations existent en nous au niveau personnel comme au niveau collectif et parfois même elles nous empêchent de nous écouter nous-mêmes. Et elles nous empêchent de réaliser l'importance des vies et des voix de chacun de nous. Et là, quelle est la place de la démocratie et que faire face à ce constat amer? C'est pourquoi aujourd'hui, en plus de vous parler de comment le manque de diversité dans la démocratie est la cause de tous nos problèmes de société, car jamais
un seul type de personne ne pourra les régler, j'aimerais aussi vous inviter à prendre une bouffée d'oxygène pour plonger dans un rêve de démocratie pertinente, comme au Danemark, en Islande ou en Suisse. La démocratie pertinente, c'est quand on cherche avant tout à améliorer la vie de chacun sans pour autant se reposer systématiquement sur les mêmes représentants classiques. Dans ce système, on commence par s'assurer de prendre en compte toute la diversité existante dans le groupe concerné. Et j'ai également 2 questions. Honnêtement, n'est-il pas l'heure de plus de diversité? N'est-il pas temps de cesser d'évaluer les compétences en fonction des origines, des horizons, critères non pertinents? Tout d'abord, quand je dis diversité, ce que je veux dire, c'est démos, le peuple, nom masculin, singulier, dans lequel sont enfermés 70 millions de femmes et d'hommes, tous différents, mais qui sont tous français d'ailleurs, tous différents, et qui, pour moi, pourraient chacun être président d'une petite part de France. Eh bien oui, puisque nous sommes 70 millions, eh bien moi je rêve qu'il y ait 70 millions de présidents, chacun responsable de sa petite part de France, comme chaque partie du corps humain qui est différente, mais nécessaire au bon fonctionnement du tout. Et comme si on partageait tous le pouvoir et le travail. Mais quand je dis pouvoir, ce que je veux dire, c'est créativité, la possibilité que pour chaque question, chaque personne puisse se créer la solution qui lui convient, tout en ayant accès à tous ses concitoyens qui souffrent des mêmes choses. Car si j'ai bien appris quelque chose en tant qu'ingénieur, c'est que pour trouver une vraie solution, il n'y a pas plus créatif et pertinent que la personne qui vit le problème en grandeur nature, au quotidien, et pour qui c'est une question de vie ou de mort. Car enfin, l'urgence du changement démocratique nous rappelle que chacun de nous doit cultiver sa singularité et parler ouvertement, mais avec bienveillance, des discriminations existantes autour de lui. Car autrement, nous n'aurons plus un problème de vivre ensemble, mais plutôt de mourir ensemble. Car sans diversité, il n'y a pas de vie créative. Et si vous vous demandez comment, eh bien en incluant un maximum d'intersectionnalité, car à cette heure-ci, tous les ingénieurs connaissent le clustering et les big data, des techniques permettant la participation démocratique directe et en quelques clics, mais trop peu d'entre eux sont de jeunes, femmes, noirs, de banlieue, atypiques, donc exclus, sans réseau et sans emploi. Donc voilà, c'est pourquoi je pense que comme un seul corps, là, maintenant, tout de suite, il est temps de rassembler toutes nos divergences pour enfin bénéficier de toute la créativité qu'offre notre diversité. Et afin aussi de générer les 150 milliards d'euros que nous coûte le manque de diversité dans nos entreprises de France, pays pourtant si cosmopolite. Et oui, 150 milliards d'euros. C'est le coût économique du manque et de l'abandon des hauts potentiels divers à la tête de nos institutions clés aujourd'hui. Et c'est brutal, comme le quotidien de millions de Françaises et Français systématiquement exclus. Donc voilà le rêve. Réveillons-nous, allons-y, les citoyens, les gens, les étudiants, les jeunes. Arrêtons de nous opposer et de diverger. Regroupons-nous en démocratie pertinente grâce à 3 actions clés. Tout d'abord, une prise de conscience. Prendre conscience que les discriminations existent encore aujourd'hui, car nous vivons dans un système discriminatoire. La démocratie actuelle nous invite à choisir des représentants qui, au final, ne représentent qu'un seul type de personne, alors que nous sommes 8 milliards d'êtres humains différents sur la planète et 70 millions en France, avec une magnifique diversité ethnique, d'âge, d'orientation sexuelle et d'handicap, et j'en passe. Prenons conscience de notre propre intersectionnalité. Suis-je plutôt discriminé ou suis-je plutôt privilégié? Quel est le degré de diversité autour de moi et dans mes représentants classiques? Deuxièmement, grâce à la prise de parole. Est-ce que j'ouvre la voie à plus de personnes issues des minorités visibles et invisibles? Est-ce que j'écoute les parties de moi-même qui sont discriminées? Est-ce que je parle ouvertement des discriminations et de leur impact négatif sur la société? Comme beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui qui ont fait le choix de plus de diversité, je vous invite à exprimer et à promouvoir la non-discrimination. Et troisièmement, par la prise d'action. Est-ce que je recherche de la diversité dans mes représentants classiques? Est-ce que j'exprime honnêtement ma singularité? Est-ce que je prends la responsabilité de mes préjugés inconscients afin de les changer? Donc voilà, en conclusion, il faut se rappeler que les discriminations existent en nous, mais qu'un travail est nécessaire pour s'en défaire et aider les autres à s'en défaire également. De plus, lutter contre les discriminations n'est pas seulement quelque chose de bien, cela permet également de créer plus de richesse,
de sagesse, de savoir et d'innovation pour nous tous. Et si vous pensez que c'est impossible, alors incluez-nous tous, et moi, et mon honnêteté, pour qu'ensemble on vous montre ce qu'on sait faire depuis l'époque du cartable dans nos cités, à savoir créer de l'unité, non pas malgré, mais bel et bien grâce à de la diversité. Merci beaucoup.